Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nathalie, tu es porte-parole de Lutte ouvrière. On voulait faire avec toi un petit tour d'actualité sociale et politique, mais d'abord évidemment l'actualité c'est la mort de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Bon, c'est vrai que tu n'avais que 4 ans lorsqu'il a été élu en 1974, mais c'était aussi la première fois que ta prédécesseuse, Ariel Taguilly, était candidate à l'élection présidentielle. Quel homme politique il était pour toi, Valéry Giscard d'Estaing? C'était un digne représentant de la bourgeoisie. Voilà. Alors bon, moi c'est vrai que c'est avec du recul que moi enfin, pour moi Giscard c'est Bokassa. C'est les histoires de diamants de Bokassa. Enfin La voilà, France-Afrique. c'est la France-Afrique. C'est bon. Alors bien sûr là, on reparle beaucoup de la lutte pour l'avortement, de Simone Veil, etc. Mais voilà, c'est toute cette période où il y a eu effectivement un mouvement fantastique, hein, de libération des femmes, et c'est l'issue finalement de ce mouvement-là, hein, qui a permis à Simone Veil d'aller jusqu'au bout, hein, et d'imposer cette loi dans ce parlement d'hommes, euh, souvent misogyne d'ailleurs. Et toi, est-ce que tu fais la comparaison aussi avec Emmanuel Macron, tu vois, dans le dynamisme, la modernité, le libéralisme, l'européisme? Tu es, d'accord avec ce parallèle? Et surtout, ça veut peut-être dire qu'après, il y a Mitterrand qui arrive. Moi, ouais, d'accord. Non, mais moi, ça, c'est le genre de parallèle qui m'intéresse pas trop. Tous ceux qui se portent comme ça à la tête du pouvoir, ils sont candidats à la gestion des affaires de la bourgeoisie. Ils s'inscrivent dans une société capitaliste. Voilà. Euh, Ils sont effectivement pour le business, ils essayent de l'arranger du mieux qu'ils peuvent, et ils sont profondément anti-ouvriers, les uns comme les autres. Donc voilà, bon, moi c'est pas tellement les hommes, hein, et leur personnalité qui est en cause de ce point de vue-là. Ça, tout ça nous fait, et on va passer le début de cette interview, on va passer très rapidement, mais comme on parle aussi du coup de l'élection présidentielle, je l'ai dit, Nathalie Oui, Arlette, Artaud. c'était sa première candidature à l'élection présidentielle en 1974. On est à un peu plus d'un an maintenant de la prochaine élection présidentielle. Comment est-ce que Lutte ouvrière se prépare à cette élection présidentielle? D'abord, je tiens à dire qu'on est surtout, enfin pour nous, ce qui nous préoccupe, hein, c'est cette Oui, crise on va y revenir. profonde. Voilà, moi j'ai le sentiment quand même de vivre une accélération de l'histoire avec cette crise économique qui a été encore aggravée. On a un cran supplémentaire avec le Covid, le confinement, et tout s'aggrave, tout s'aggrave. Tous les défis qui se posent à la société, à l'humanité, je dirais, hein, sociaux, climatiques, économiques, sont encore plus aigus. Donc, moi, ce que je vois, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe qui s'abat sur des millions de femmes et d'hommes. Et je pense que, y compris à très court terme, ce qu'on a là devant nous, c'est des explosions sociales. Voilà, c'est des réactions, c'est des manifestations, ce sont des grèves. Donc bon, 2022 pour moi c'est Pas très le sujet. loin, même si c'est un combat politique. Alors d'ailleurs 2022, qui dit que 2022 ne sera pas repoussé? Non mais non mais voilà, enfin c'est un combat politique de toute façon qui est à mener. Vous nous connaissez, Lutte ouvrière, nous sommes des militants, nous nous battons sur tous les terrains possible pour défendre notre perspective qui est de renverser ce système capitaliste. Parce qu'au bout du compte, tous les reculs qu'on constate aujourd'hui sont liés à l'oppression d'une classe par une autre, voilà, à cette dictature du grand capital qui passe comme un rouleau compresseur sur toute la société, sur la classe ouvrière, mais aussi sur beaucoup de fractions d'autres catégories sociales, les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs qui espéraient échapper avec ce statut à l'exploitation. Une dernière question pour clore ce chapitre sur la présidentielle quand même. Tu le disais, c'est un combat politique quand même aussi, et vous êtes de tous les combats sociaux dans la rue, et aussi vous êtes dans ces combats qui sont des combats électoraux parfois. Comment tu observes ce qui se joue en ce moment à gauche entre la nécessité pour les candidats de gauche de dire qu'il faut créer une alternative à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et dans le même temps, on voit la candidature de Jean-Luc Mélenchon, les communistes qui pourraient y aller, les écolos qui préparent leur primaire, les socialistes qui disent vouloir un rassemblement. Comment tu observes ça, toi?
Non, mais alors d'abord, je ne veux pas non plus fuir la question. Clairement, nous, lutte ouvrière, nous nous préparons à, à porter la voie communiste révolutionnaire lors des prochaines échéances électorales, que ce soit aux européennes, que ce soit à la présidentielle. On se prépare. On se prépare pour représenter, porter les intérêts politiques, matériels des travailleurs, des exploités, et leur dire que oui, il faut viser le pouvoir, mais le pouvoir justement du monde du travail sur la société. Donc voilà, on sera présent. Cette voix-là, elle sera portée. On aura, oui, un candidat. Et justement, ce qui nous distingue, c'est que notre problème, c'est pas d'être une alternative à Macron ou à Le Pen. Nous, ce qu'on veut poser comme problème, c'est la domination de la bourgeoisie. Parce qu'en réalité, c'est ce grand capital qui détient le véritable pouvoir. Quand j'entends les uns les autres dire on peut conquérir le pouvoir, Jean-Luc Mélenchon, il peut conquérir le pouvoir, il va à la conquête du pouvoir, mais il est là à l'Élysée, le pouvoir. Il n'est pas à l'Élysée, le pouvoir. Le pouvoir, il est dans ces grands groupes industriels et financiers, commerciaux, il est dans ces multinationales, il est dans le diktat de ce grand capital qui s'abat sur toute la société. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que fut un temps, les partis qui prétendaient représenter les intérêts des travailleurs, ils le dénonçaient clairement et ils disaient que ce système, il fallait le renverser, qu'il fallait le pouvoir ouvrier, qu'il fallait que toutes les luttes de la classe ouvrière, finalement, aient cette perspective, ce but ultime de prendre le pouvoir et de réorganiser l'économie, la société sur d'autres bases, sur des bases collectives, sur des bases communistes. Bon, eh bien, aujourd'hui, ils ne veulent plus renverser ce système. Ils veulent en prendre la tête, ils veulent le gérer. Ouais. Mais quand on gère le système, eh bien, on se retrouve dans la situation dans laquelle a été Mitterrand, dans laquelle a été ensuite Jospin, ensuite Hollande, en Grèce, dans laquelle a été Tsipras, il n'y a pas si longtemps que ça. On peut aussi tirer les conclusions de ce qui s'est passé, c'est-à-dire pieds et poings liés à la classe sociale qui domine et qui impose effectivement ses intérêts. Alors, tu l'as dit, on vit une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale, une crise environnementale très, très intense, très puissante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu redoutes? C'est quoi ce que tu redoutes le plus en ce moment? Il y a quelques jours, par exemple, l'urgence, c'était d'ouvrir les commerces. Aujourd'hui, l'urgence maintenant, c'est d'ouvrir les cafés et les restaurants. L'urgence, pour toi aussi, c'est la consommation? Non, mais c'est vrai que ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'avalanche de licenciements, des millions de femmes et d'hommes qui se retrouvent sans rien pour vivre aujourd'hui. Et ça, c'est d'abord et avant tout des salariés. Alors, il y a aussi des commerçants qui se retrouvent vraiment proches de la ruine. C'est une réalité. Mais voilà, c'est des millions de femmes et d'hommes qui sont en train de perdre leur seul moyen qu'ils avaient de gagner leur vie. Ça a été très, très rapide. Ça s'est passé déjà au moment du premier confinement. Il a suffi de quelques semaines pour que des centaines de milliers d'intérimaires, de CDD, d'auto-entrepreneurs se retrouvent sans rien. Sans rien. Et là, ça s'aggrave. Et quand on voit que des grands groupes, General Electric, à Villeurbanne, par exemple, c'est la moitié de l'usine qui veulent licencier, mettre dehors. Regardez Danone, regardez Renault, enfin tous. Et ils se saisissent effectivement de ce prétexte parce que pour eux, c'est un prétexte pour restructurer, pour aggraver l'exploitation, parce que leur seul but, c'est d'augmenter leur rentabilité au bout du compte. C'est ça. Donc, moi, la situation, je la vois comme ça, comme effectivement, pour des millions de femmes et d'hommes, le ciel qui leur tombe sur la tête. Voilà. Et aujourd'hui, alors, beaucoup sont dépendants des associations caritatives pour même nourrir leur famille, voilà. Mais je suis convaincue que tout ça, c'est fort de mobilisation, c'est que les colères, elles vont s'exprimer et c'est là qu'il faut savoir où on veut aller aussi, où on veut aller et qui on conteste.
qui on conteste. Parce que si on se borne à contester Macron, à dire tout sauf Macron, Macron démission, tout en laissant ces grands groupes faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, on ne s'en sortira pas. On aura un autre président de la République, d'accord, bon, ok, et ça ne changera rien. Tu le disais toi-même, justement, il y a quand même des millions de Français qui peinent aujourd'hui à se nourrir, même parfois à se loger. Beaucoup perdent leur métier et on voit en ce moment une polémique naître autour des vacances de Noël et de la possibilité ou non d'aller skier. De quoi ce débat, selon toi, est-il révélateur? Aller skier, est-ce qu'il y a une forme d'indécence dans ce débat public sur les grands enjeux d'aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a de l'indécence et puis voilà, c'est toujours pareil, que ce soit ce qui préoccupe le monde politicien, mais aussi les médias, c'est pas la classe ouvrière, voilà, c'est pas ses intérêts, c'est pas ses besoins, c'est pas ses problèmes. Et ça c'est clair. Et moi, y compris par rapport à cette histoire de confinement, ce qui me frappe, c'est comment on n'a pas parlé de ce qui se passe, ce qui se passait, ce qui continue de se passer dans les entreprises, y compris dans les usines. On a un gouvernement qui a décidé d'imposer un tas de mesures contraignantes, de mesures autoritaires à la population, et en même temps, toutes ces contraintes, tous ces contrôles, ils s'arrêtent à la porte des usines, ils s'arrêtent à la porte des entreprises. Mais c'est impressionnant. On a l'impression que c'est un virus qui ne peut pas se transmettre dans les relations professionnelles, enfin, au travail. Il y a des nids de Covid aujourd'hui dans les usines. J'ai parlé il n'y a pas bien longtemps de l'exemple de Toyota qui a été déclaré cluster Covid au mois d'octobre. Qui en a parlé? Parce qu'ils avaient eu 100 cas de Covid sur un mois. C'est l'ARS des Hauts-de-France qui avait classé Toyota comme cluster Covid. Qui en a parlé? Qui en a parlé? J'ai vraiment le sentiment, et depuis le premier confinement, c'est que la vie des travailleurs, la vie des ouvriers, elle vaut rien. Elle vaut rien. Voilà. Et que eux, ils peuvent aller se contaminer, on joue avec leur vie à la roulette russe et personne, ça n'émeut personne. Nathalie, d'après toi, il aurait fallu arrêter, par exemple, les usines Toyota? Moi, j'ai été pendant le premier confinement, alors qu'on avait zéro moyen, alors qu'on voyait que cette maladie faisait quand même beaucoup de morts. On n'avait pas de masque, il n'y avait aucune. Les usines ont continué de fonctionner pendant une semaine, 15 jours, alors qu'on était tous confinés. Ouais. Enfin bon, c'était vraiment… Alors, les choses ont bien sûr évolué avec la deuxième période parce qu'on avait d'autres moyens. Mais moi, je suis quand même frappée de voir qu'on impose 8 mètres carrés au commerce et que des ouvriers qui sont au coude à coude, qui travaillent à touche-touche sur les chaînes de montage, là, on peut y aller. Et il n'y a pas une pause supplémentaire qui est accordée, les cadences ne sont pas baissées, voilà, rien pour faciliter, pour permettre aux travailleurs vraiment de respecter ces mesures sanitaires. Donc, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que voilà, les travailleurs, ils sont bons pour aller trimer, y compris au risque de leur vie, et voilà, c'est comme ça, c'est naturel, c'est évident, personne n'en parle, c'est la normalité, quoi, c'est la normalité. Ça me fait vraiment penser à la guerre. Voilà, à la guerre où il y en a qui servent de chair à canon pendant que d'autres encaissent les profits. La semaine prochaine, les Anglais pourront commencer à se faire vacciner. Nous, en France, enfin, plus généralement dans l'Union européenne, on attend les conclusions de l'Agence européenne du médicament pour savoir s'ils peuvent être mis à disposition des Européens. Cette course aux vaccins, les laboratoires qui sont dans la surenchère, tu en penses quoi? Bien sûr que c'est choquant et en même temps, c'est le reflet de toute notre société, de toute notre économie, quoi. Tout marche comme ça. Dès qu'il y a effectivement un peu d'argent à faire quelque part, on voit les chacals qui se jettent. Et moi, je suis quand même stupéfaite d'entendre les uns ou les autres dire elles sont quand même belles, nos multinationales de la pharmacie, du médicament, etc. Parce que je suis choquée parce qu'en réalité, toutes ces recherches,
y compris la rapidité à laquelle ce vaccin a été trouvé, c'est lié au fait que les États ont subventionné, ont mis les milliards, et c'est lié au fait que justement, on a essayé de réunir, de joindre nos efforts. Donc c'est tout sauf la concurrence. Et encore, voilà, en réalité, elle continue d'exister. C'est-à-dire, ils vont tirer, eux, les marrons du feu. Hein, et c'est ce qui est choquant. Moi, je pense que ces vaccins, oui, devraient être des biens communs, des biens publics, qu'il ne devrait pas y avoir de profit réalisé là-dessus. Et je pense qu'une des premières mesures élémentaires qu'on pourrait, autour de laquelle on pourrait se mobiliser et se battre, c'est d'imposer un contrôle sur l'argent qui est… Alors, un contrôle, bien sûr, il faudrait avoir de la transparence complète sur ce que sont ces vaccins. Alors, ils nous ont promis de la transparence sur les marchés qui allaient être conduits avec les laboratoires. Oui, alors, donc, on attend de voir. On attend de voir. Moi, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Et ce contrôle, cette transparence-là, en revanche, les travailleurs, les salariés, les employés, les administratifs, justement, que ce soit de ces entreprises, ils sont en mesure, eux, de la mettre sur la place publique. Si justement, voilà, c'est là que nous, on milite depuis des années avec ce mot d'ordre de suppression du secret des affaires. La suppression du secret des affaires. Et en disant, ben voilà, il faut donner la possibilité aux salariés, parce que les salariés ils peuvent le dire, les employés, ils peuvent de dire ce dont ils sont témoins là où ils travaillent, et de mettre sur la place publique toutes ces informations-là. Pour et autant, là, on verrait. Toi, tu iras te faire vacciner? Si effectivement les scientifiques, les médecins, les scientifiques, et non pas le gouvernement, parce que moi, c'est eux que je regarde. Le généraliste, c'est à lui que je fais effectivement, confiance. voilà, oui, j'irai me faire vacciner parce que je pense que les vaccins, c'est une grande conquête de l'humanité. Un mot sur nos libertés, Nathalie. Après la controverse de la loi sécurité globale et notamment l'article 24, le gouvernement présente son projet sur les séparatismes. Darmanin a annoncé hier la dissolution du CCIF et annonce un contrôle sur 76 mosquées. 18 d'entre elles pourraient fermer. Ça t'inquiète, ce climat? Ça t'inquiète pour nos libertés, ou est-ce que ça t'inquiète pour la stigmatisation d'une partie de la population, en l'occurrence les musulmans? Les deux? Oui, les deux. Ça m'inquiète bien sûr pour les libertés. Là, on voit qu'ils utilisent la lutte contre le terrorisme pour aller vers des mesures de plus en plus autoritaires, c'est évident. Des interdictions, des fermetures, des dissolutions. Oui, ça veut dire que ils s'apprêtent, y compris à museler les contestations, à museler les oppositions. Alors, et ils se saisissent de tout pour ça. Ils se saisissent de tout pour ça, y compris, je parlais tout à l'heure des mesures sanitaires, mais c'est vrai que, y compris la lutte contre le Covid, elle a été utilisée pour interdire des manifestations, pour interdire des rassemblements. Enfin, voilà, c'est une réalité. Moi, j'ai un certain nombre de camarades, le 1er mai 2020, quand ils sont sortis pour manifester, en respectant les gestes barrières, avec un masque, ils ont eu ils ont été sanctionnés. Donc, ils utilisent tout et voilà pour un durcissement. Mais je pense que tout ça, c'est pas un hasard. Ils ont vu, y compris avec les gilets jaunes, une colère qu'ils n'avaient pas vu venir, qui les a surpris, et ils voient très bien qu'on entre dans l'âge de la colère. Et ils le voient très bien, ils le comprennent bien. Et c'est une évidence qu'on ne peut pas acculer des millions de familles à la misère, des jeunes à un avenir complètement bouché, sans qu'il y ait des réactions. Donc, moi, je crois que oui, il y a un cours autoritaire qui aussi est pris pour prévenir tout ça, pour prévenir toutes ces contestations. Et la stigmatisation toute particulière quand même de la part du gouvernement, d'une partie de la droite et même d'une partie de la gauche à l'égard des musulmans, que nous on appelle, que certains et nous on appelle islamophobie, ça t'inquiète aussi? C'est quelque chose que dont Lutte ouvrière se saisit? Alors oui, moi je crois que tout ça c'est aussi c'est des calculs politiques depuis pas mal de temps, puisque il y a un renforcement de ces préjugés, de ce rejet. Il y a un repli sur soi. Et ça, c'est vraiment le fruit de la crise.
C'est vraiment le fruit de la crise. Il y a un repli sur soi, il y a vraiment une concurrence entre les travailleurs aussi qui est instaurée par justement le grand patronat et qui est exacerbée. Hein, et donc tout ça, ça provoque des réflexes de rejet de l'autre. Et c'est Marine Le Pen qui en encaisse les dividendes politiques. Et depuis donc des années et des années, on voit la droite, mais on voit aussi le pouvoir courir après Le Pen, après le Front National, qui va sur son terrain, qui va récupérer, qui cherche effectivement. Hein. Alors c'était l'opération de Sarkozy, qui l'avait d'ailleurs très bien réussi à l'époque, mais qui voilà, qui continue. Et moi j'étais frappée d'entendre enfin, de voir que Macron, il tenait à cette loi-là depuis le début, en fait. Il n'y avait même pas besoin de l'attentat contre Samuel Paty, horrible et voilà, qui nous a tous bouleversés. Cette loi, elle était en préparation. Il la voulait, cette loi, parce qu'il fallait absolument qu'il aille sur son terrain aussi, voilà, et qu'il aille donc sur cette même démagogie. Oui, une démagogie contre les musulmans, contre les immigrés, parce que tout se durcit, hein, c'est aussi contre les migrants. Donc, bien sûr que ça me préoccupe. Ça me préoccupe parce que malheureusement, on voit que ce sont des idées qui portent, y compris dans le monde du travail, dans le monde ouvrier, alors même que pour se défendre, le monde ouvrier, il a besoin d'être conscient qu'il a des intérêts communs et qu'il a un combat commun à mener pour justement un emploi, un salaire, une retraite, voilà, pour nos droits vitaux. On a une dernière question, Nathalie. Le député insoumis François Ruffin a fâché une partie de la gauche depuis hier en plaidant pour un retour aux frontières pour les capitaux, les marchandises, mais aussi les hommes et les femmes, dit-il. Toi, tu en penses quoi? Ça m'a beaucoup choqué. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup choqué. Je suis absolument pas d'accord. Justement, être internationaliste, c'est d'abord être solidaire, hein, des travailleurs du monde entier et leur reconnaître le droit, justement, quand ils ne peuvent pas vivre, quand ils ne peuvent pas gagner leur pain là où ils sont nés, et ben leur donner le droit de circuler, de passer les frontières, de passer les mers, de passer les océans et d'essayer voilà, de trouver un endroit où ils pourraient faire vivre leur famille. Voilà. Cette liberté-là, pour les pauvres, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que, bon, pour les plus riches, ceux qui ont un portefeuille bien garni, il n'y a pas de souci. Hein. Les frontières, elles sont toujours ouvertes, toujours ouvertes. Eux, ils peuvent passer de partout. Leurs capitaux, bien sûr, peuvent circuler, ça c'est bien sûr, leurs marchandises, ok. Mais même eux, pour eux, il n'y a jamais de frontières. Hein. Les frontières, c'est que pour les plus pauvres, ça les enferme dans leur prison de pauvreté, dans leur prison hein, où ils sont bombardés parce qu'il y a les guerres, parce qu'il y a ces conflits, dans leur prison de dictature. Donc moi, je pense que c'est un droit élémentaire de pouvoir se déplacer pour gagner sa vie, pour les exploiter. Et là, je ne serai jamais d'accord avec François Ruffin. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Merci.